C'est un projet d'église dans le centre ancien d'Istres, ville historique, et où la chapelle où la paroisse se tenait était un vieux moulin qui tombait en ruine. Donc ils avaient besoin de place parce que la population istréenne grandissait. C'est un peu particulier comme ville d'Istres, c'est une ville ancienne, mais c'est aussi un syndicat, un SAN autour du syndicat d'agglomération nouvelle. C'est une ville nouvelle, qui a statut de ville nouvelle. Il s'agissait de construire, de raser l'ancienne et de refaire à neuf une église de 750 places pour la ville d'Istres. Les données spirituelles du programme ont été affirmées comme prioritaires. Voilà. Donc, alors là, qu'est-ce que c'est qu'un temple? Qu'est-ce que c'est qu'une église? Il y a toutes les questions de symbolique. Toutes les questions symboliques ont été prioritaires dans la conception et la composition. C'est pour ça d'ailleurs que dans son implantation, l'église est décalée par rapport au périphérique. Elle s'inscrit en bordure du périphérique qui entoure le mamelon du centre ancien d'Istres, qui correspondait à des fortifications, comme souvent. Et elle est décalée par rapport à cette courbe, cette orientation, parce qu'elle affirme l'orientation. Orientation tournée vers l'est, bien sûr, soleil levant. Donc déjà, première affirmation dans son implantation. Et puis dans le reste des volumes et du plan. Alors là, on ne peut pas parler vraiment de tracé régulateur. Si, il y a quelques endroits où on a joué un petit peu de tracé régulateur, mais on n'avait pas la possibilité d'appliquer cette règle-là partout. Parce que par ailleurs, on a certaines contraintes qui font que ce n'est pas jouable. Notamment sur ce parti-là architectural, où il y a deux parties bien distinctes, la coupole et le reste de l'église. Mais l'ensemble s'inscrit dans un carré, et dans les parties supérieures, on a une voûte ou une coupole. C'est le principe même de l'église, plan carré qui symbolise la terre, et toutes les parties supérieures qui sont circulaires, qui symbolisent le cercle. Le principe de l'église est un passage du carré au cercle, la quadrature du cercle, le passage de la terre au ciel, l'élévation. Ça, c'est l'implantation de l'ensemble du projet dans un carré. La coupole ne couvre pas tout le carré, elle a été un peu ovalisée. La coupole est ovale, et de façon à inscrire dans le carré également la partie tribune et narthex. Voilà. Alors il y a un petit tracé, mais qui est très très réduit sur la façade. La façade, on a repris le tracé des temples grecs, c'est-à-dire le double carré, mais c'est pas un tracé, c'est pas le nombre d'or, voilà. C'est simplement le double carré qui correspond à ce qui est le symbole basique qui correspond au sens de l'Église, c'est-à-dire la présence de Dieu en son temple. C'est les deux 1 plus 1, c'est la présence de Dieu en son temple. Voilà. Comme dans toutes les églises, on a gardé une importance au mur ouest, qui est le mur d'entrée, qui est le portail, comme on le trouve dans beaucoup d'églises, dans la romande, dans l'art gothique, cette importance particulière pour le portail qui est attachée au symbolisme de la porte. La notion de passage, qui est associée au passage de la vie à la mort, c'est-à-dire en fait de la vie à la vie, c'est le passage initiatique. C'est pour ça que tous les portails de l'architecture romane et gothique sont autant travaillés, autant magnifiés. On trouve souvent des portails d'ailleurs qui sont beaucoup plus travaillés que le reste de l'église derrière, parce que c'est une importance symbolique importante. Et on a pu mettre en œuvre que ce minimum de symboles auxquels on s'est tenu, on a essayé de les affirmer le plus possible, sans en faire trop, de façon que ça reste lisible. C'est-à-dire que l'inscription de l'église dans un plan, dans un carré, avec des parties carrées en partie inférieure et des parties circulaires en partie supérieure. Voilà. Au niveau de la composition, c'est le programme d'espace, le programme symbolique, et c'est ça qui a conduit à la composition. Voilà. Aucun rapport spécifique au paysage, et dans l'aspect extérieur, alors on n'est pas arrivé tout à fait à l'objectif qu'on s'était fixé. On s'était fixé un objectif de coloration, de couleur,
pour exprimer quelque chose par les couleurs, qu'on n'a pas pu totalement accomplir, un petit peu, mais pas totalement, parce que en cours de route, on a changé de revêtement sur la partie centre paroissiale. Bon. Mais quel était cet objectif? C'était un objectif au travers de la pierre blanche, la couverture qui est en cuivre et qui devrait finir verte, et le parement extérieur qu'on avait prévu sur le centre paroissial, sur les parties qui sont en ossature bois. Hein. On jouait sur les trois couleurs blanc, vert, rouge, qui sont les trois couleurs des vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Il faudrait d'abord rappeler ce que c'est qu'une église. Donc c'est un temple. Poser la question, qu'est-ce qu'un temple? Une fois qu'on a répondu à la question qu'est-ce qu'un temple, on comprend les dispositions d'une église. C'est un temple. Un temple, c'est un résumé du cosmos, c'est une image du centre du monde, c'est une image de la Jérusalem céleste. Voilà. Donc il y a le programme des ambiances, il découle de ça. C'est pas l'inverse, c'est pas comme dans un appartement où on peut dire dans le séjour jeter l'ambiance, on change de l'ambiance. Non, c'est tout à fait différent. Voilà. Tout répond à une certaine symbolique. Alors là, du point de vue de l'aspect de la lumière et de l'ambiance, le maître d'ouvrage, en l'occurrence, a manifesté nettement son désir de se raccorder à la spiritualité romane. Alors ça c'est intéressant, notamment dans le traitement de la lumière. Le traitement de la lumière correspond, les différents traitements de lumière, les différentes lumières, les ambiances lumineuses qu'on voit dans les différentes églises correspondent à une spiritualité différente, à une théologie différente. Je pense, en parlant de ça, aux grandes cathédrales gothiques, dont la cathédrale du Vézelay qui est typique pour ça, on entre par un porche narthex qui est très sombre, et puis petit à petit on arrive dans une ambiance lumineuse très très éclatante. Bon, ça c'est le traitement gothique qui correspond déjà à une certaine extériorisation de la théologie, et contrairement au roman, qui est très fermé, et qui correspond encore à une certaine intériorisation. C'est une lumière intérieure. Donc ça, c'était un élément de programme. Alors pour y répondre, la coupole est là. La coupole n'a très peu d'ouverture. La coupole a très peu d'ouverture. Et les deux seules ouvertures qui sont du côté est, de part et d'autre de l'autel, qui donnent, si on fait mutatis mutandis, si on fait référence à l'art roman, qui donnerait dans les absidioles, dans les absides, de part et d'autre de l'autel. Elles n'ont pas la forme d'abside dont on a l'habitude. Ce sont des ouvertures avec d'un côté le baptistère et de l'autre côté le Saint-Sacrement. Le tabernacle, si on veut. Et ces absidioles, c'est quoi? Ce sont des ouvertures dans la coupole. On a réalisé des ouvertures, des portes, des passages dans le voile de la coupole, dans la coupole elle-même, et derrière lesquels, à 2 mètres de distance, on a mis un mur de pierre, un écran de pierre, qui apporte une lumière réfléchie. Donc la lumière qui rentre dans la coupole rentre par ces deux absides. C'est une lumière réfléchie, c'est une lumière douce. C'est pas une lumière directe, c'est une lumière intérieure. Toujours ça, c'est une lumière intérieure. Et la lumière pour le croyant, d'où vient la lumière pour le croyant? La source d'illumination, c'est le baptême et c'est l'Eucharistie. Donc, baptistère et Saint-Sacrement. Voilà l'aspect à la fois symbolique et qui explique l'ambiance lumineuse. Un deuxième point lumineux, c'est la clé de la coupole. C'est une clé creuse, contrairement à Puget, à la coupole de notre vénéré confrère Puget à la Vieille Charité, qui a exactement la même dimension, c'est une coupole ovale de 19 mètres sous clé. La différence entre nous deux, il y en a deux.
Pardon de la comparaison, mais c'est comme ça. Depuis plus vieux, on n'en avait pas posé. Ça fait 400 ans qu'on n'avait pas posé de coupole en pierre porteuse massive en France. Voilà. C'est que lui, sa douelle est taillée, c'est-à-dire que l'intrados de la coupole est taillée, façonnée. Et puis la clé, c'est une clé droite. C'est un tronçon droit qu'il a trouvé c'est une possibilité pour raccorder les deux courbes métacentriques de l'ellipse en montant comme ça. Bon, nous, on a fait différemment et on a voulu terminer sur une clé creuse avec un œil du dôme comme Panthéon, un œil du dôme. Voilà, une clé creuse, donc clé creuse. Donc, à part les deux lumières intérieures pour le chrétien qui viennent du baptême et de l'Eucharistie, le seul pinceau de lumière directe qui entre dans la coupole, c'est celle qui vient d'en haut, celle qui vient du ciel. Voilà, un petit pinceau lumineux qui vient du ciel. Et cette clé creuse nous a permis aussi de traiter, toujours dans la mise en œuvre des symboles, de traiter le symbole céleste du duodénaire. C'est-à-dire il y a 12 clés. La dernière couronne, qui est une clé, est composée de 12 claveaux. Autant que d'apôtres, autant que de mois de l'année, autant de signes du zodiaque. Le symbole du duodénaire est un symbole céleste. Pas que dans la culture chrétienne d'ailleurs, dans toutes les traditions. Voilà. Auquel est suspendu un lustre. Donc là aussi, artificiellement, le peu de lumière artificielle qui vient là-dedans vient toujours vient du haut. Dans la tradition chrétienne, des origines, il n'y avait pas de place pour l'instrument. Le premier instrument, c'est la voix. C'est le plus bel instrument qui a été créé, c'est la voix. Donc c'est pour ça que dans la tradition chrétienne, les offices sont chantés, il n'y a pas d'instrument. Les instruments apparaissent tardivement dans la tradition chrétienne, très tardivement. Et surtout après le grand schisme, c'est-à-dire que toute la tradition byzantine, c'est chanté, il n'y a pas d'instrument. Donc l'objectif, c'était d'avoir une acoustique pour la voix. Mais ça a été très difficile et on la trouve, elle existe, mais pas dans tous les points et pas pour tous les ensembles, pas pour toutes les configurations de chorale. Par rapport au son, donc, on aurait voulu pouvoir avoir une église parfaite pour la voix. Mais ça, c'est pas possible. D'une part, parce que c'est une coupole en soi, et encore on a une chance qu'elle soit particulière, qu'elle soit ovale. Parce qu'une coupole en soi parfaitement sphérique, hémisphérique, c'est ce qu'il y a de pire pour le son. Hein. C'est ce qu'il y a de pire pour l'acoustique. Les voûtes, non, c'est pas pareil. Une coupole, oui, c'est terrible. Là, notre coupole ovale, c'est beaucoup plus difficile parce que il n'y a pas de point focal unique. Dans une coupole hémisphérique, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un point focal unique, c'est incontrôlable. Et là, dans le fait qu'elle soit ovale, ça a d'une certaine façon multiplié la difficulté. Néanmoins, il y a selon la localisation de l'émetteur, l'acoustique parfaite. Par exemple, après qu'ils ont testé, avoir fait venir différents groupes de différentes tailles, c'est parfait pour des petits ensembles vocaux comme les chants corses par exemple, en se mettant près de l'autel un petit peu sur le côté. Ou bien c'est parfait aussi pour de grands chœurs, mais situés dans la tribune. C'est la particularité, c'est très difficile à maîtriser l'acoustique dans quelque chose de courbe et en plus dans quelque chose de ovale. Alors on a essayé quand même de travailler, ça a été modélisé. Dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y avait un acousticien, jeune acousticien qui était passionné aussi par le sujet, bien sûr, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup et qui fait que les gens s'y investissent plus que d'habitude. Donc il a fait une très belle modélisation et qui nous a conduit à certains aménagements. Donc on a utilisé des dispositifs constructifs, une partie des mesures constructives concernant la pierre, les blocs de pierre, on s'en est servi comme piège à son. Alors, de quoi s'agit-il? Les pierres, on va y revenir peut-être, ce sont des blocs trapézoïdaux. Mais qui dit trapèze dit angle obtus et angle aigu. Les angles aigus, c'est fragile, transport. Donc là, on a eu peur, donc on s'est dit on va les biaiser un petit peu. Donc tous les blocs, tous les angles aigus de tous les blocs sont légèrement coupés, sur quelques centimètres. Et donc quand ils sont assemblés, ça laisse des losanges creux entre les blocs. Ça donne donc
En volumétrie, ça donne des losanges, des parallélépipèdes losangiques, mais qui vont en s'évasant vers l'extérieur. Donc ces losanges creux, on s'en est servi pour y placer des absorbeurs phoniques en extrados, par l'extrados, au fur et à mesure qu'on montait avant de monter la couverture, et en y plaçant des laines de roche de différentes densités, de façon à absorber des fréquences plus basses, des fréquences moyennes, des fréquences plus aiguës. Voilà. De façon à essayer d'apporter déjà une petite correction à la géométrie, à l'acoustique. Les matériaux, on ne les a pas choisis pour l'ambiance qu'ils donnent, mais pour leur référence, pour leur usage au travers du travail, du métier, de la remise en œuvre et de la spiritualité que ça sous-tend, qui existe toujours, au travers des métiers de tradition, et puis au travers du symbole. La pierre, c'est un matériau immémorial. La pierre, c'est le symbole de la pérennité, c'est un symbole d'éternité, c'est un symbole qui est extrêmement important, et c'est un symbole aussi, pas seulement de pérennité, mais c'est un symbole aussi de l'homme au travers du travail de celui qui la met en œuvre, mais c'est un symbole de l'homme et de la société dans l'agencement des pierres les unes avec les autres pour faire composer un tout qui peut être la société. Chacun, selon l'expression, doit travailler sa pierre de façon à ce qu'elle s'ajuste à sa place qui lui convient pour former un tout harmonieux et pour prendre en compte les contraintes des autres. Voilà. Façonner sa pierre, ça veut un peu dire ça aussi. Donc, pourquoi la pierre? Pour tout ce qu'elle est, toute la place qu'elle prend et qu'elle occupe, à juste titre, dans notre héritage culturel et traditionnel. Parce que ce sont des matériaux de tradition, avec un grand T, voilà, pour tout ce qu'elle porte et qu'elle comporte. Voilà. C'est un matériau qu'on dit noble. Hein, c'est la production de la terre. Il n'y a pas un artifice, une chimie importante. La chimie, c'est le travail de l'homme, au travers de la main. Alors ça aussi, c'est important. Le contact direct, dont on s'éloigne de plus en plus à notre époque. Hein. Déjà un préalable, dans tout ce projet-là, on a cherché à utiliser au maximum des matériaux naturels. On a évité le béton et le métal autant que faire se peut. Socotec nous l'a imposé à certains endroits, j'y reviendrai, c'était un des points intéressants qui se sont manifestés à l'occasion de ce projet-là. C'était une grande discussion, hein, les anciens disaient la discussion autour des règles, et des règles sismiques, des règles de résistance. Bon, et à cette époque-là, on a vu la naissance, l'aube d'une espérance arriver à l'occasion de ce projet, mais malheureusement, nous avons été contraints d'appliquer les anciennes règles, et on a été obligé de truffer les murs verticaux de raidisseurs en béton armé, alors qu'il n'y en avait absolument pas besoin, mais parce que le logiciel Hercule de chez Socotec ne savait dire que ça, quoi. Il calculait en ayant fini, et il fallait assurer ces raidisseurs verticaux pour répondre aux besoins de calcul. Alors que ceux qui ont savoir-faire, bon, tailleurs de pierre quand même, savent bien que la pierre n'a pas besoin de ces raidisseurs-là. Au contraire, il ne faut pas qu'elle ait trop de raidisseurs. Et en cas de secousse sismique, c'est le pot de fer contre le pot de terre, j'ai déjà dit dans une vidéo qui avait été faite à l'occasion des projets. Et les raidisseurs en béton, ils vont résister, la pierre qui est souple va casser à côté. C'est une hérésie qu'on nous a obligés de faire. Mais à part cette obligation qui nous a été faite pour respecter le code des bureaux de contrôle sur lesquels s'appuient les assurances, on a utilisé que des matériaux naturels. Parce que là, il y a une relation entre le matériau mis en œuvre, celui qui le met en œuvre et l'objet en question, et l'objet de la construction, qui est dans un contexte spirituel, qui est celui d'une église. Hein, il y a toute la notion traditionnelle du travail. Ça, les compagnons en parleraient beaucoup mieux que moi. Le travail de la pierre, le travail du bois, qui est un travail seulement sur les matériaux naturels, qui est un travail de transfiguration de la nature, non pas de modification, de détournement de la nature, mais de transfiguration de la nature avec une implication personnelle, un dépassement de soi, un effacement du moi, enfin voilà, toute la spiritualité attachée au métier. Quand on entre dans une
dans une pièce, on ressent tout de suite, on ressent le ressenti prétactile, je dirais, le ressenti acoustique et olfactif par tous les sens, on ressent le matériau. Et la pierre est un matériau extraordinaire, on sent tout de suite qui est chaud, qui est proche, Alors cette pierre-là est douce, et ça participe de l'ambiance, bien sûr. Et là, la pierre de Cabéran, c'est un peu ça aussi. Voilà. Il y a une relation tactile et naturelle entre celui qui se trouve dans l'église et le matériau de l'église, bien sûr. C'est pas du tout la même impression quand on est entouré de murs en béton, de matériaux métalliques. À utiliser la pierre, on aimerait pouvoir, même malheureusement on ne peut pas encore le faire dans les logements aujourd'hui qu'on peut produire, mais dans des édifices comme ça, oui, on peut y arriver parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes réglementaires, thermiques. On a le porteur, on a la fonctionnalité porteur et on a l'aspect. Donc on va le laisser, on le laisse dans son jus. Et ce qui est beau, qui fait partie de l'esthétique de ce bâtiment-là, c'est l'aspect brut des matériaux. Même dans leur surfaçage. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut laisser les traces de scie de la carrière qui apparaissaient par endroits? On dit, mais oui, on ne va pas s'amuser à venir retravailler derrière, repasser le chemin de fer, alors que justement, un des buts, des prouesses de cet édifice-là, c'était d'apporter une évidence, une preuve, une évidence technique, quoi, hein, et qu'on n'avait pas besoin, si on voulait faire ce type de géométrie, de retravailler par derrière la douelle, de retravailler l'intrados ou l'extrados. Ce n'était pas nécessaire. Donc il n'y a pas de revêtement. Ça se pourrait, nous concepteurs, on reste à notre place et on a dit, après l'église vit sa vie, les paroissiens peuvent choisir différentes options sur des points qu'on avait laissés en suspens, par exemple les vitraux. Il y a de grands vitrages qui éclairent les absidioles, et on a dit qu'ils seraient susceptibles de recevoir des vitraux. Mais ça pourra venir après, dans le temps. Ce sont des projets que la paroisse pourra mûrir. C'est comme le traitement du tympan, on a dit on ne va pas le faire tout de suite, c'est des projets qui se mûrissent tranquillement, donc là la paroisse doit faire un travail de maturation, etc. Donc on a laissé assez brut. À notre sens, pour nous, ça doit le rester parce qu'on le trouve beau comme ça, mais si ça leur plaît, de peindre et de fresquer l'ensemble de la coupole, ils peuvent le faire. Ça ne me choquerait pas, parce que, vous savez, on l'oublie parce qu'aujourd'hui, elles sont presque toutes parties, mais toutes les églises romanes étaient fresquées, complètement fresquées, totalement. Hein. Aujourd'hui, on a un peu le culte de la pierre pour la pierre, donc il faut laisser la pierre apparente, mais dans toutes les églises romanes, la pierre n'était pas apparente, elle était enduite, elle était fresquée. Non, pas dans ce sens-là. Il y a eu un travail sur le symbolisme. Oui. Il y a un travail, il y a un résultat qui s'accorde à la nature et au contexte, parce que c'est de la pierre est naturelle, et on est dans un contexte urbain ancien, la ville d'Istres, c'est de la pierre. Bon, il y a beaucoup d'ennuis aussi, mais il y a aussi beaucoup de pierres qui restent encore visibles de ces maisons anciennes. Donc on reste dans une même une harmonie de matériaux. Il faut dire que la coupole en pierre ne devait pas être en pierre au départ. On est en zone sismique, donc pour nous, archiparasismiciens, on est parti sur une coupole en bois, ce qui est plus souple, ce qui est plus ductile, hein, une coupole en bois. Et là, on a été aidé par Jean-Paul Louvet, révérence Jean-Paul, qui intervenait aussi en tant que conseil dans le cadre de la commission d'océan d'art sacré, et qui assistait à ce projet-là, à la naissance, à la gestation de ce projet-là, régulièrement. Quand on a exposé notre projet de coupole en bois,
puis il a dit, mais en bois, vous n'y pensez pas, avec le trafic à côté, il va y avoir une nuisance sonore. C'est vrai, on ne pouvait pas le nier, mais pourquoi pas en pierre? Enfin, la pierre est le matériau de la construction, un matériau légitime, entre guillemets, d'une église digne de ce nom, je le résume comme ça. Donc on a dit, oui, on pourrait le faire en pierre. Cet affluent qui était là, le deuxième affluent, c'est que moi-même j'avais déjà une première expérience en pierre porteuse massive qui datait de 1994. J'ai réalisé un petit bâtiment de logement, R+4, 12 logements, en pierre porteuse massive, où on a fait l'occasion, la démonstration à cette occasion-là, de la performance économique de la pierre par rapport à la construction dite traditionnelle, c'est-à-dire aglo, enduit, isolé. Épaulé par Jean-Paul Louvet, on est arrivé à cette proposition de coupole en pierre. Mais c'est pas venu tout de suite. Donc on a dit, combien ça va coûter en plus? On ne sait pas. Il faut faire une faisabilité, il faut réunir une commission de faisabilité. Donc le maître d'ouvrage, c'est le diocèse qui payait, il était d'accord pour, fin de vie, pour payer cette petite étude de faisabilité sur laquelle la moitié des participants n'ont rien facturé. Et donc c'est là que les acteurs se sont mis en place, avec bien sûr la Maison de la Pierre Rodez, avec Franck Dubuisson, qui était notre contact à l'époque, avec lequel on a commencé. Donc Maison de la Pierre Rodez, l'école des mines d'Alès, avec Marc Vinche, qui est un département spécial, et nos bureaux d'études, notre bureau d'études CETOR, qui était CETOR à l'époque, le bureau de contrôle, Socotec, qui suivait ça de près, enfin tous les compétences étaient réunies, sont réunies, alors que l'école des mines d'Alès nous a reçus. Là aussi, on s'est enfermé une journée, on ne sort pas sans avoir la solution, donc on a phosphoré, on a brainé, comme on dit en français. Et on est sorti de là avec une proposition disant, voilà, ça devrait coûter tant de plus, et voilà les conditions techniques. Déjà, on avait pressenti qu'il fallait pas qu'il y ait de béton dedans. On avait déjà un petit peu avancé. Bon, ça peut tenir, mais à telle condition technique. On a rendu notre rapport au diocèse, à l'archevêché, on a dit voilà, conditions techniques, conditions financières, tant de plus, ils ont dit banzai. Ils ont dit ok, le surplus n'était pas colossal. Cette coupole a été construite en pierre porteuse massive. Alors là, à partir de là, l'équipe s'est mise en place. On a trouvé la façon de réaliser une coupole elliptique en bloc scié 6 faces, sans retravailler. Bloc scié 6 faces sorti d'usine, du Lego. Donc j'envoie, je modélise en 3D tous les blocs, j'envoie les caractéristiques en fichier Excel à la carrière, il le rentre dans sa machine, les blocs sortent parfaitement sciés, c'est chargé sur un camion, c'est levé à la pince et posé. Au suivant, toc, toc, sur un lit chaud. Point barre. La seule intervention manuelle, ce sont les petites pattes de doigts sur le champ des blocs. Au moment de la livraison, quand ils sont descendus du semis, quand ils sont posés par terre, préparés pour le levage, il y a un compagnon qui passe avec son herminette, là, tac, 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 qui fait une petite patte de doigt pour le coulis de chaud. C'est tout. Voilà. Alors pourquoi des blocs trapézoïdaux? C'est l'utilisation de la méthode trapèze, parce que pour faire un truc comme ça, non taillé, sans coup de sabre, le problème c'est le problème du coup de sabre. Si on regarde la coupole de Puget par exemple, ou d'autres coupoles, les blocs sont harpés. Mais si on utilise des blocs 6 faces harpés, il y a des dépassements. Donc c'est pas possible. Après il faut les unifier en revenant à la main. Alors comment faire pour ne pas avoir ces dépassements en encorbellement ou en retrait si on veut harper les blocs? C'est là qu'on est parti sur le principe de la décomposition d'une surface coupe par triangulation, donc en réunissant plusieurs triangles en obtenant un trapèze, ce qui permet de ne pas avoir le coup de sabre. On a des lignes de jonction de blocs qui évitent le coup de sabre. Voilà. Ça a été quand on a mis au point, qu'on a passé en test, notre plus gros stress, mais ça marche. Voilà. C'est ça qui fait la particularité de ce chantier, c'est qu'on peut monter des surfaces courbes sans retravailler derrière en blocs sciés 6 faces. C'est ça qui fait l'économie du projet aussi. Parce qu'on n'avait pas l'argent. On n'avait plus aujourd'hui, on n'a plus l'argent, les moyens de mettre
une brigade entière ou 2 brigades entières à retailler la douale d'un côté, une autre à faire les corniches, comme c'était la coupole, ouf, on a évité les redditions en béton. Il n'y a pas un gramme de béton dans la coupole. Il y a quelques agrafes d'acier, il y a quelques agrafes d'inox, grosses comme ça. À certains endroits, par sécurité, pour se garantir, pour que nos tailleurs de pierre dorment tranquilles. Alors là, la question s'est posée et on a fini par opter pour l'échafaudage. L'échafaudage classique. Donc on a la structure porteuse des échafaudages. À un moment, l'intérieur de l'église était pratiquement rempli par des échafaudages tubulaires classiques. Et oui, il y a eu des petits, c'est pas vraiment des coffrages, c'est des coffrages qui ne coffrent pas, mais qui servent d'appui. C'est des coffrages au bout des échafaudages, là où les blocs doivent être posés, qui soutiennent le bloc au moment où il est posé. Encore que dans la pratique, on aurait pu s'en passer, si on avait pris le risque, hein, mais on n'a pas voulu prendre le risque. Donc qui permettent de maintenir en place le dernier bloc en attendant que le suivant vienne le claver. Voilà. Une fois un rang monté, parfaitement clavé, se tient tout seul, et on continue. C'est le principe du clavage. Chaque rang est auto-clavé, ça tient tout seul. Voilà, et donc on a, pour les questions d'accès chantier, ça résolvait le choix de l'échafaudage nous permettait de résoudre à la fois le maintien des blocs et à la fois l'accès chantier, l'accès au bloc, à la position de travail. Échafaudage par l'extérieur, mais avec un rang, et échafaudage par l'intérieur. La hauteur d'assise et les lits de carrière. On aurait pu travailler avec des blocs plus importants en partie basse, mais l'accabérant ne nous permettait pas de monter à des hauteurs de, je crois que c'était 92 hauteur maxi de bloc. Si on avait trouvé un lit un peu meilleur, on aurait peut-être pu monter un petit peu, mais après ça aurait juré par rapport aux parties supérieures où les assises sont plus réduites, parce que la géométrie est beaucoup plus serrée. Plus on remonte, plus l'ovale se resserre, plus les courbes se resserrent, plus les blocs sont petits. Donc utiliser des blocs trop gros en bas, ça aurait été disharmonieux. On est resté dans la proportion. On est parti avec des blocs en moyenne de 90 de hauteur. 60 à la base et 30 en hauteur. Et tout ça a été monté avec les techniques traditionnelles. La pince. Alors par rapport à la pierre, non, à part cette difficulté sur laquelle, peut-être 5 minutes, j'avais dit que j'évoquerais le sujet, avec le béton, quoi, la confrontation avec le béton, pour des questions de règlement, pour des questions d'outils de calcul, des questions de règlement sur lesquels se fondent les assurances, et lesquels règlements s'appuient sur des outils de calcul qui ont leurs limites, qui ont évolué depuis, mais qui ont leurs limites. Voilà. Donc à part ce problème-là, surtout pour les murs verticaux, on n'a pas rencontré de problème particulier pour la pierre, aucun problème particulier, au contraire, ça baignait. Et il y a eu des aventures, c'est-à-dire que pour tailler ces blocs-là, les petites difficultés, c'est très technique et très pointu qu'on a rencontrées, c'est que au départ, pour scier les grands blocs, c'est pas des murs droits, donc c'est pas des morceaux de sucre. Ils sont tous angulés, dans les deux sens. Donc la scie en carrière, il faut qu'on l'incline. Mais quand tes blocs sont gros, il faut incliner la grande scie. La grande scie est très lourde. Et on s'est aperçu que le grand disque, malgré la vitesse de rotation, prenait une flèche, prenait une courbure, quand il est incliné. Ça faisait quand même des petits écarts, c'était pas pile poil. Alors on a contourné le problème, là encore, un grand chapeau à la maîtrise d'ouvrage qui a joué le jeu à fond, qui était toujours derrière, qui nous soutenait toujours. Donc le diocèse a été d'accord pour financer 50-50 avec le pierreux, le carrier, Proroc, avec Proroc, 50-50. Ils ont financé une machine. En examinant le problème, on a trouvé sa solution. Au lieu d'incliner le disque, lui, il est grand, il faut qu'il reste vertical. On incline la table, mais ça n'existait pas. Donc on a fait venir un fabricant de machines
côté de Toulouse, là-bas, et qui nous a fait le projet, qui a fait le devis. Donc 50-50, ils ont fait moitié-moitié pour moitié diocèse. On a fabriqué la table, et donc c'est une table inclinable. Donc les blocs ne quittaient pas leur table, ils étaient inclinés en fonction de la face à découper. Et la scie ne bougeait pas. La coupole ne passait pas dans le logiciel Hercule, hein, ou alors il fallait interpréter. Donc Wolfgang Jalling a appliqué d'autres méthodes d'appréciation pour la coupole. Il dit non, la coupole par sa géométrie se maintient toute seule. Donc on n'a pas besoin de raidisseur, il ne faut surtout pas y mettre de point dur. C'est ce qu'on avait pressenti déjà. Donc pas de point dur dans la coupole, et elle a eu la bénédiction du bureau de calcul en disant sa géométrie est capable d'encaisser les secousses et de résister aux secousses. Voilà. Donc elle a échappé au modèle de calcul par élément fini, qui a dû être appliqué au mur, parce que là on n'avait pas d'autre solution. C'est des ouvrages en maçonnerie comme tous les autres. Voilà. Et donc là, on est obligé. Voilà. C'est monstrueux. Ce qui fait que si un jour on a une secousse, on risque d'avoir, on le sait, on l'a annoncé, on l'a écrit, des fissures dans les murs en pierre. Hein, et dans la plate-bande aussi. Donc il y a une plate-bande dans la façade principale de 10 mètres. Sur 10 mètres, il y a une poutre en pierre de 10 mètres de portée, avec des claveaux de 2 mètres de hauteur. Ils nous ont obligés de mettre un tube de béton là-dedans. Alors quand on a coulé le béton là-dedans, avec l'échauffement sur 10 mètres et la dilatation des fers à béton, hein, les 2 blocs en pierre des extrémités qui ont été soulevés, enfin, c'est un peu spectaculaire, c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais c'est pour dire que fout le béton là-dedans quand même. Les blocs tiennent tout seuls, sans béton. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est dans la conception architecturale, ce n'est pas qu'une checklist de prise en compte de contraintes ou de besoins. J'ai rempli le truc. Non. La synthèse, il faut faire une analyse et après c'est la synthèse. La conception, c'est un acte. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les vecteurs, pas tellement les points d'analyse, mais les vecteurs de la conception qui aboutissent à la synthèse, qui aboutissent à l'objet. Voilà.